11h. Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. Culture Média, la suite, et notre invitée ce matin est une humoriste, une actrice, désormais une auteure, réalisatrice et bientôt une costumière, preneuse de son et dresseuse d'animaux. Oui, elle a toutes les casquettes. Mela Bédia est avec nous. Bonjour Mela, merci d'être là. Merci à vous. Miskina, la pauvre, votre série, votre bébé va être révélé au monde entier. C'est ça. Demain, 30 septembre, ça va? Vous êtes en stress là? Je suis stressé. C'est comme le Covid quand il y a eu la pandémie. Moi, je suis hypocondriaque. Tellement ça devenait grave et mondial. Ouais. J'ai arrêté de me stresser tellement j'allais mourir sinon. C'est ça, il y a un moment, il faut se protéger, quoi. Donc là, ouais, je suis entre excitation et vomi. Voilà, parce que c'est quelque chose d'énorme là quand même pour vous, là, ce qui se passe. Bah oui, et puis j'ai mis beaucoup de mois, et puis on a travaillé beaucoup aussi, donc ouais, on a hâte et on a peur, quoi, c'est normal. Alors Miskina, c'est l'histoire de Farah, 30 ans, sans appart, sans boulot, sans mec, mais avec une forte myopie, c'est ce qui dit ça. Et alors comme elle a sa mère, sa grand-mère et sa sœur qui ne la lâchent pas, et il va falloir qu'elle trouve un moyen finalement pour changer sa vie. C'est un peu Tanguy qui rencontre Bridget Jones, hein, exactement, c'est un peu ça. Ouais, et qui prennent un scooter et qui essaient d'avancer, mais je crois qu'il n'y a pas tout le temps d'essence. C'est ça, et qui galère pas mal. Hein, ouais, c'est ça. On peut le dire. C'est vraiment l'anti-héroïne à la française avec des bourrelets, quoi. Vraiment, c'est ça qu'il faut garder en tête. Allez, un petit extrait de la bande-annonce. Ma vie, c'est un peu le bordel, quoi. J'ai pris 30 kilos, je suis sur place depuis que j'ai 12 ans. Parce qu'elle habite encore chez sa mère à 30 ans. C'est bien ça. C'est les tanguis que ça s'appelle. C'est pas attirant, les tanguis. C'est son premier ramadan. Toi, t'as pas mangé ce matin, toi. Tu vas galérer de fou aujourd'hui, tu sais ça. Tu sais que le petit-déj, c'est le repas le plus important de la journée. Je vais te faire la misère à Kippour, t'es pas prêt. Machallah. Ça fait longtemps que tu le kiffes? Je le kiffe pas du tout. C'est mon meilleur ami. C'est marrant parce que vous aviez l'air hyper connectés, toi et lui. C'est bien ça le problème. Ce garçon vous plaît parce que c'est impossible entre vous. C'est normal que ce soit plus dur pour toi. Mais moi, je te vois, tu vas y arriver. Une histoire inspirée à 50% de votre vie à peu près, c'est ce que vous dites? À peu près, ouais. Je garde quand même des cartouches pour les autres saisons, peut-être. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui colle dans l'histoire avec votre vraie vie et qu'est-ce qui est très loin? Déjà, moi, je suis une Miskina, et une Miskina, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui essaie, qui s'efforce, qui est bienveillante, qui essaie de faire les choses comme on lui demande de faire, et elle trébuche et ça marche pas, quoi. Donc je pense déjà qu'on est tous une Miskina ou un Miskin quelque part. Ouais. Là, je te regarde et je me dis oui. Bien sûr. Tu portes des lunettes, le matin il se réveille, si tu les trouves pas, Miskin, tu vois, c'est ça. C'est relou quand même. Ouais. Donc ça nous arrive tous, c'est sûr. Bon, on est tous un peu le Miskin ou la Miskina de quelqu'un. Voilà. Et il y a quoi d'autre dans la série qui est vrai? Moi, j'ai vraiment grandi avec mes grands-parents. Alors, ma grand-mère, ma mère et ma sœur, et après il y avait mes frères, mais si je me concentre que sur les femmes de ma famille, c'est vraiment comme dans la série. Déjà, Farah, c'est mon deuxième prénom, donc pour le coup, je mens vraiment pas. Ouais. Et en plus, j'ai vécu avec ces trois générations-là, quoi. Il y avait trois visions de l'amour, de la spiritualité, de la famille, de la société. Donc c'est vraiment ce pavillon de femmes qui m'intéressait à la base en écriture. L'absence du père aussi, qui est dans la série. Il est toujours absent. Hein. Il est revenu un petit peu, mais c'est parce que je suis passé chez Ruquier. Ah, c'est ça. Ouais. Non, parce qu'il y a énormément de choses dans cette série, peut-être trop d'ailleurs maintenant. Est-ce que c'est pas un peu chargé? Je sais peut-être, c'est comme moi, non. C'est trop, un peu chargé. Non, il y a beaucoup de thèmes qui sont réunis en une seule série, c'est ça qui est chouette. Il y a les histoires de famille, le rapport, je le disais, au père absent et aux autres qui sont trop présents pour le coup. C'est une famille de femmes uniquement, et ça c'est original aussi parce que c'est pas trop vu finalement. Déjà, si on s'arrête juste sur les femmes, je te parle que de cette minorité-là, les femmes. Ouais. Moi, j'en ai pas vu beaucoup des séries de femmes qui grandissent ensemble avec trois visions différentes de la vie, quoi. Ouais. Et c'était intéressant. C'est pour ça qu'on avait besoin de ces trois personnages pour voir les choses différemment. Parce que dans une famille, qu'elle soit, parce que c'est vrai que là, on parle d'une famille qui est issue de l'immigration et de confession musulmane pour certaines. Mais en vrai de vrai, si tu regardes, on a tous les mêmes problèmes de famille. C'est en ça que c'est un peu universel. Une famille, c'est une famille. Le dimanche, t'as la flemme d'aller manger la blanquette de veau ou le couscous. Et il y a des non-dits, il y a des gens qui se disent pas les choses depuis des années. T'as des gens qui restent coincés dans le passé, t'as des gens qui sont ronchons. On a tous une grand-mère ronchonne, par exemple, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, en fait, c'était plus sur la famille. La vôtre dans la série, elle est costaud. Hein. La grand-mère. Elle ressemble beaucoup à ma vraie grand-mère. C'est vrai? Ouais. Et puis alors, Miskina, c'est aussi une histoire d'amour avec votre meilleur pote qui est peut-être un petit peu plus. Hein. On verra ça au fur et à mesure de la série. C'est l'histoire de ma vie, hein, de tomber amoureuse de tous mes meilleurs amis. C'est vrai? Ça, c'est joué par l'excellent Hakim Djemili. C'était un pote à la base? Ouais, c'est un pote. On montait sur scène ensemble. Ah, d'accord. Du coup, on se connaît depuis, quoi. Ouais. Et c'est surtout un grand acteur.
et tout le monde le voit en rigolo de service, mais Ah non, il est très il n'y bon. a pas que ça, quoi. Ah ouais. Et alors on joue sur la frontière entre l'amour, l'amitié, parce que vous êtes hyper complices tous les deux. Vous avez notamment un petit jeu qui consiste, j'adore ce jeu, à imaginer les dialogues de gens que vous voyez parler dans la rue comme ça. Ça sent le vécu, ça, c'est le Ça, genre je de l'ai truc que fait vous avez fait. beaucoup. C'était sur Gabriel Péry, ligne 13, avec mes potes et mes meilleurs amis de l'époque, et on adorait faire ça et inventer la vie des gens qui passaient, quoi. Et il y a une part d'impro dans le tournage, justement, sur ce type de scène. Je me demandais, où tout est très millimétré, vous avez tout écrit. Moi, je viens vraiment de l'impro, donc pour le coup, tout était écrit en base. Ouais. Et après, quand on a des acteurs super comme un Victor Belmondo, une Chirine Boutella ou même un Hakim Gemili qui est très friand de l'impro comme moi, on avait un Anthony Marciano qui nous disait ok, on va faire une fois le texte et après lâchez-vous. Après, vous vous amusez. Ouais. Et puis, ce qui est sûrement le plus intéressant dans cette série, c'est ce portrait que vous faites d'une famille musulmane d'aujourd'hui, parmi tant d'autres. C'est vrai que la religion, elle est très présente dans la série parce que vous tentez de devenir une bonne musulmane, d'aller à la mosquée, de lire le Coran pour les débutants, de respecter les règles du Ramadan. Et il faut dire que vous galérez pas mal. Quel rapport vous avez, vous, avec la religion ? Bah moi, disons que c'est beaucoup ma grand-mère qui m'a transmis ça parce que j'ai vraiment vécu avec elle. Ouais. Ma mère, elle avait encore une autre pratique de l'islam. Tout le monde était pratiquant à la maison. Et c'est vrai que moi, à mes 13-14 ans, je me suis dit, bah, pourquoi, par exemple, je veux faire le ramadan, je veux comprendre pourquoi je mange pas de porc. Donc du coup, je suis allé à la Fnac Saint-Lazare et j'ai acheté la Torah, la Bible et le Coran. Et je me suis dit, waouh, c'est génial, j'ai trouvé mon équilibre en lisant déjà. Je me suis dit, ça se suit, Ouais. c'est cool, il n'y a pas d'embrouille jusque-là. Et après, je me suis mise à étudier ma religion, donc. Et je suis pratiquante, mais je trouve ça cool d'être pratiquante et de trouver le bon équilibre. Et c'est vrai que par moments, je sais que ça fait un petit peu peur, la religion en général avec un grand R. Et l'islam, je crois que c'est pas celle qui est en odeur de sainteté, sans mauvais jeu de mots. C'est pas la plus populaire du moment, c'est ça que vous Je crois que les médias, ils la kiffent pas trop de ouf. Hein. Ouais, bah franchement, Enfin, ça quand fait... j'allume la télé, ça fait genre Ça- 1 an ou 2 où c'est pas la folie, quoi. Mais ça fait du bien justement de voir une série comme la vôtre parce que ça donne une toute autre Bah, image. du coup, on se dit, c'est la même chose. Alors, il y en a, ils vont au catéchisme, moi, Bah, je vais bien à la sûr. mosquée. Enfin, tout est pareil quand on prend le parti pris de parler d'une famille, en fait. Et puis avec de l'humour, parce que vous allez même convertir votre beau-frère Maxime Goulard, dit le bouffeur de Knacky. C'est ça. C'est très très drôle. Non, c'est une série très drôle mais aussi très tendre. On sent que vous n'avez pas cherché à faire une pure comédie où on va chercher le rire toutes les 10 secondes. Vous avez aussi cherché à faire passer des messages. C'est Ah, vrai je crois qu'il y avait un extrait, genre d'un message que j'ai voulu faire passer. Non, pas du tout. Non, je vous le demande. Ouais, alors après, nous, on n'avait aucune velléité à se dire on va faire passer des messages. Après, s'il y en a, tant mieux. On a essayé d'être le plus sincère possible et d'être proche de la réalité des vraies familles qui sont issues de l'immigration. Alors parfois, il y en a dans une famille qui sont pratiquantes, il y en a qui pratiquent pas. Comme dans toutes les familles C'est du ça, monde, en il y a fait. de tout. Et on va continuer à parler avec vous, Bella Bédia. Mais d'abord, on va faire une petite pause fraîcheur, si ça vous va. On va vous apporter un petit verre d'eau, un café, qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est pour Europe 1? Ouais, c'est nous qui payons. Attention, parce que je suis sociétaire aux grosses têtes. Je vais leur dire ce que vous m'avez servi le matin. On est généreux ici, Ah, vous allez super. voir. Et puis on va retrouver le plus frais de l'équipe, Bruno Donnet, pour ses télescopages. À tout de suite sur Europe 1. Elle joue le premier rôle, ouais, c'est bien servi quand Oh, même bah, dans faut cette pas histoire. déconner si je me l'écris. Attends, tu voulais que je mette qui, ma cousine? Ah non, bien sûr, bien sûr. C'est bien servi que par soi-même. Ça débarque demain sur Amazon Prime Video. Est-ce que ça change quelque chose d'ailleurs de bosser pour une plateforme plutôt que de bosser pour une chaîne? Franchement, moi, j'avais juste l'expérience d'avoir écrit un long métrage qui était destiné au cinéma et qui a fini sur une plateforme, malheureusement et heureusement, dans les deux sens. Mais est-ce que la liberté est différente? on a plus de liberté, on a un peu plus de liberté, je trouve. Ouais, après, c'était une série, donc je saurais pas te dire si c'était parce que c'était un changement de long métrage à série. Ouais. Ou si c'est, je sais pas, mais je crois que quand t'as une série, déjà, tu peux beaucoup plus t'amuser et t'as beaucoup plus de liberté et d'espace. Mais est-ce que vous pensez franchement que cette série, elle aurait été possiblement diffusable sur TF1 ou France 2? Est-ce qu'ils auraient pu vous l'acheter? Peut-être Canal+. Je sais pas, je pense... Je sais pas. Honnêtement, franchement, c'est une bonne question parce que je me la suis pas posée et on me l'a jamais posée. Mais j'ai l'impression que t'es quand même plus libre. Ouais, j'ai l'impression que t'es un peu plus libre sur les plateformes ou même Canal+, ils auraient pu être là-dedans, tu vois. Ça dépend en fait, je pense, de l'édito. C'est ça. Alors pour donner un peu le ton justement et le style des dialogues, un petit extrait où vous êtes en train d'essayer une... À chaque fois, je regarde la télé alors qu'il n'y a rien. Non, il n'y a pas de télé, c'est vraiment audio ici, hein. C'est vraiment le principe de la radio. Vous êtes en train d'essayer une magnifique robe rose pour le mariage de votre sœur. Bien sûr. Alors, c'est comment?
Les chaussures, tu vas m'emmener les essayer à Charles de Gaulle? Alors, chaussures, bête de plan. J'ai mon pote qui travaille chez Le Boutin, mais il peut sortir que du 41, il m'a dit. Mais si tu mets des semelles, ça passe. Eh, t'as des vrais plans, toi, mais que approximatif. C'est ça qui est bien. T'es en train de te foutre de ma gueule, là? Non, parce que là, tu te rends pas compte, en fait, du cadeau que je te fais, là. T'es en train d'enfiler la robe de Kendall Jenner et de Rihanna à prix d'usine et t'es en train de te plaindre. C'est un truc de fou. Dis-moi, Chalan, une fois dans ta vie, Farazan. Est-ce que tu crois que Rihanna, elle laissait aussi ses robes entre une BP et la brioche dorée? Les dialogues sont vraiment ciselés, c'est très bon. Cette série, vous l'avez créée avec Johan Gronde, Xavier Lacaille, c'est le Samy de Parlement. Bien sûr, exactement. Comment vous avez travaillé tous les trois? Comment ça marche? Déjà, on a commencé à 3 et on a fini à 6. Donc c'est pour vous dire qu'après, des autres scénaristes de talent nous ont rejoints. Il y avait Paul Rothman, Mehdi Fikri, Joséphine. Et au début, moi j'étais toute seule avec Johan. Et il y avait une phrase sur la feuille blanche, il y avait écrit « meuf qui galère, point ». Je te jure que c'est vrai. Ça part bien. Et du coup, on a rencontré Xavier Lacaille qui a été très inspiré par cette phrase. Ouais. Et on a commencé à discuter. Il voulait moi, j'ai parlé énormément de moi. On a commencé à écrire tous les trois. Après, on avait besoin de renforts parce qu'une série, il faut vraiment être nombreux. Et du coup, non, franchement, au début, on savait pas où on allait dans tous les sens. Mais c'est ça la beauté d'un truc. Quand Xavier Lacaille qui est un surdoué de l'écriture. C'est un génie, c'est le meilleur je vous le jure. Hein. Ouais. Et en plus, je le vois quand je dis Xavier Lacaille maintenant et tout. On me dit, ouais, t'as réussi à avoir Xavier Lacaille. C'est genre quand t'écris un projet et que t'as Xavier Lacaille. Mais il est sur tous les projets maintenant, il est demandé par tous les garçons. Non, il refuse pas mal, je l'entends au téléphone. Il est fort. Et donc c'est vous quand même qui réalisez cette série, même si vous êtes je co-réalise avec Anthony Marceno. Et c'était pas trop dur de cumuler autant de casquettes? J'ai compris le premier jour de tournage que j'allais devoir être derrière et devant la caméra. Tu sais, dans ma tête, je faisais que réaliser. J'avais oublié que je devais jouer. Et du coup, c'est là que je me suis dit, waouh, est-ce que je vais avoir le recul nécessaire? Et du coup, c'est compliqué ça? Ouais, je sais pas comment ils font. Hein. Ceux qui réalisent et qui jouent dedans, je sais pas comment ils font. Vraiment, je salue leur courage et leur talent parce que c'est trop dur de se regarder. Voilà, c'est ça. Faut arriver à se regarder et à être juste sur soi-même. Ouais, c'est une cata. Il faut être très, très, très bien entouré, je pense. Bon, et alors, oh, Miskina, la pauvre, elle a pas de chance. Pourquoi on disait ça de vous quand vous étiez plus jeune? Parce déjà, on m'en demandait beaucoup, je pense, et je voulais toujours aider. Et à chaque fois que j'essayais, je ratais. Ou je trébuchais, ou je faisais mal, ou les gens me reprochaient que je faisais pas assez bien. Et je me suis rendu compte, en vrai, que dans tout mon entourage, ou même mes potes, ou des gens que je connaissais vraiment pas, il y a toujours quelqu'un, si tu regardes bien, si tu le trouves pas dans ton entourage, c'est que c'est toi, hein, le miskin. Mais il y a un truc de... Tu sais, t'as toujours quelqu'un quand tu parles de, je sais pas, hier j'étais avec Inès, et la pauvre, putain, elle s'est encore faite larguer, Miskina, la pauvre. Tu sais, c'est vraiment devenu une ponctuation, le Miskina ou le la pauvre. Dans le sud de la France, ils sont entre peu cher et la pauvre. Il y a un truc de, c'est une virgule maintenant dans la vie de quelqu'un, et donc du coup, j'avais envie de parler de ces gens-là. Mais je crois qu'on est très nombreux en fait. C'est pas une minorité. Et alors vous, on vous a souvent fait faire aussi des rôles de cancre, alors qu'en fait j'ai vu que vous étiez une super bonne élève. Vous avez eu votre bac à 16 ans, c'est ça? Oui, j'étais une bonne élève. Après je foutais un peu le bazar. Hein. Il y avait du bavardage quand même. D'accord, ça Mais oui, j'étais assez bonne élève et j'avais sauté une classe. Du coup, tous les médias ont mis leur espoir sur moi. Ils pensaient que j'allais finir à l'ENA ou à HEC, donc vraiment. Ouais. Et alors au départ, c'est plutôt le frère qui a réussi, Ramzi? C'est Ramzi, ouais. Et est-ce qu'il vous a mis le pied à l'étrier? Non, du tout, vraiment. C'est Diams. Hein. C'est Diams qui m'a mis le pied à l'étrier. Et Ramzi, surtout, il était réfractaire. Pourquoi il voulait pas qu'il y ait une autre star dans la famille, ou je sais pas il si était protecteur, ça. Il était très protecteur. Et puis je suis arrivé pile l'année où le frère de Jamel voulait monter sur scène, le frère d'Omar voulait devenir rappeur. Donc c'est-à-dire que quand on se retrouvait, il s'est dit ok, j'ai compris, eux ils veulent tous briller, ça y est. Enfin, il pensait que c'était une petite lubie, alors que moi c'était une vraie passion que je cachais. Et donc Diams, elle est venue vous chercher? Comment ça s'est passé? Diams, c'était une amie de ma sœur, et du coup tous les dimanches, elle était là pour le couscous dominical, le fameux. D'accord. Et du coup, à un moment donné, il manquait des merguez, et je vous jure que c'est vrai, elle m'accompagne pour aller à la boucherie, et on parle, et elle me dit, mais là, je venais d'avoir le bac, et j'étais inscrite à la fac, et on m'avait accepté à la Sorbonne en double licence, LLCE, je sais même plus ce que j'avais fait. Et du coup, elle me dit, mais tu vas faire quoi? Je dis, je sais pas, je me suis inscrite là, parce que je suis bonne en anglais, et j'aime bien les langues, mais j'ai pas de vocation tout de suite qui me vient. C'est ça. Et elle me dit, tu sais quoi, prends une année sabbatique, réfléchis à ce que tu veux vraiment faire pour les études. Tu seras styliste, habilleux sur la tournée, tu vas découvrir un métier, et puis surtout, tu vas réfléchir. Vous pensiez pas du tout à l'époque à devenir actrice, tout ça? Surtout pas. J'y pensais dans un rêve secret la nuit avant de me coucher, et je faisais un peu de théâtre, j'aimais bien, quoi. Mais j'assumais pas. J'avais peur de mon grand frère qui voulait que je fasse des grandes études, j'avais peur de ma mère qui allait se dire encore un autre, comment on va faire, enfin... Lui, il a réussi, mais peut-être qu'elle, ça va être violent. Enfin, on sait pas. Votre frère, il vous disait que c'était dangereux de faire ça? Ouais. À lui, il voulait pas que sa petite sœur elle soit confrontée à ce métier, à ce milieu. Puis c'est dur, c'est un métier qui est violent. La majorité des gens, ils pensent que c'est cool et que c'est fun et tout ça, mais derrière... Qu'est-ce qui est violent?
le fait d'essayer de pas réussir tout de suite, le regard des autres. Les doutes. Les doutes, c'est perpétuel. Là, je suis en train de te parler, je doute. Donc, c'est pour te dire à quel point je crois que ça se règle jamais. mais oui, c'est un métier qui est violent parce qu'il n'y a pas beaucoup de place en vrai. Mais pourtant, se jeter comme ça sur scène, parce que c'est ce que vous avez fait en premier quand même, un one-woman show. C'est beaucoup grâce à Ndiams qui, après cette fameuse tournée, me dit mon premier jour de tournée à Angers, c'était au Shabada. Ah, c'est vrai? Ouais. Oh, c'est chez moi ça. Je te crois pas. Bien sûr. C'est là-bas que j'ai compris que je voulais monter sur scène. D'accord. Ah, donc cool. j'adore Angers, j'ai un truc avec Angers. Et super salle en plus. Super salle. Et là, ça se passe bien? Et là, elle me dit, habillage, stylisme, elle me dit, et à la cantine, je vous jure, elle me dit, tu vas monter sur scène et tu vas faire des blagues. Je dis, mais j'ai pas de sketch. Et elle m'a jeté dans la fosse. D'accord. Et la scène, quand est-ce que vous allez y revenir alors? Très vite, très bientôt. J'espère. Franchement, ça s'appelait Fat and Furious. Comme j'ai maigri et regrossi, peut-être que je vais l'appeler Flask and Furious maintenant. Oh non, c'est pas possible. Ça, c'est vrai que c'est assez récurrent aussi, les blagues sur le poids. Il y en a quelques-unes dans Miskina la pauvre. Il fallait. Bien sûr, on ça est sort. Faut représenter les gros. C'est ça. Les minorités, ça sort demain sur Amazon. Et si on vous a pas encore donné envie de le regarder, sachez qu'il y a Paul Belmondo et alors, Victor Belmondo. Paul, c'est son papa. Victor, le fils de Paul, pardon. et ce que je voulais dire, c'est et Malha, la sœur de Ramsey. C'est ça. Comme ça, c'est réglé. Et vous, comme Bébel, vous faites vos propres cascades dans la série, donc rien que pour ça, ça vaut le coup quand même. Franchement, juste pour voir une grosse qui a plus de ligaments croisés, essayer de faire une cascade, aller au bout de l'épisode 6 ou 7. Et c'est 30 jours d'essai gratuit sur Amazon. Ils aiment pas Amazon quand je le dis, mais en vrai, une adresse mail et 1 mois de gratuité. Allez, là, elle est forte en attachée de presse, mais la Média. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. Culture Média, ça continue sur Europe 1 après les infos de 10h. Notre invitée est la comédienne Anna Moudlalis pour la lecture musicale Sorcière, d'après l'essai culte de Mona Chollet. Et puis dans les indispensables de Stéphanie Loy, on va découvrir ses dernières petites pépites musicales. Et Nicolas Caro nous parle du dernier roman de Gilles Marchand. Bien évidemment, l'excellent Jean-Luc Lemoyne sera aussi avec nous pour sa session de rattrapage. À tout de suite. Culture Média sur Europe